Donc bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire Vitisoft. Donc aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses qui sont dans l'esprit commercial. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Barral, donc d'AOC Conseil, qui va aujourd'hui en fait justement nous expliquer pas mal de choses, hein, toutes les choses que vous avez reçues par mail. Donc si je les reprends, ça va être les méthodes et les nouveaux marchés après la crise sanitaire, comment prospecter sans salon, et quel marché et réseau de distribution ciblé, pardon, et quelle est la place du digital. Donc, quelle place attribuer au digital aujourd'hui suite à cette crise. Donc je vais laisser du coup Marion prendre la main, puis du coup si tu peux te présenter aussi et ton activité pour tout le monde. Tout à fait. Alors bonjour à toutes et à tous, hein. On est ravis avec Teddy parce que, alors vous m'entendez bien, vous confirmez? C'est bon? On est ravis avec Teddy parce que vous avez été très nombreux à vous inscrire. Donc, en effet, on va traiter pas mal de problématiques. Alors, on pourra pas les traiter très en détail, mais en tout cas, ça pourra vous permettre d'avoir des grandes lignes sur les problématiques commerciales très conjoncturelles. Alors, je vais tout de suite vous partager mon écran. Alors, juste rapidement, en deux mots, hein, certains d'entre vous nous connaissent. Hein, je reconnais certains noms dans la liste des participants. Mais donc, AOC Conseil, nous sommes un groupe de 10 consultants sur les différentes régions viticoles. Hein. Le réseau a été créé il y a 15 ans par Olivier-Antoine Génie, que vous voyez au milieu de la photo. Lui faisait le constat que les propriétés viticoles avaient besoin d'accompagnement et d'un regard externe. Et un regard externe avec, si possible, une vision assez globale qui puisse prendre en compte la production jusqu'à vraiment la commercialisation du produit. Donc aujourd'hui, 10 consultants sur les différentes régions viticoles. Je suis moi-même sur la vallée du Rhône. J'ai rejoint l'équipe l'année dernière. Et aussi avec une complémentarité d'expertise. On a Agnès Boeuf, par exemple, sur le Languedoc, qui elle, est notre marketeuse. Moi, je suis plus sur l'export et le digital. On a Jean-Marc Demange qui était acheteur, donc lui, il connaît très bien les réseaux de grande distribution. Donc, lorsqu'on accompagne des propriétés, on peut le faire seul, mais on le fait aussi parfois à 2 ou 3, selon les besoins, les compétences nécessaires et les problématiques en question. Et notre cœur de métier, c'est l'accompagnement longue durée. C'est-à-dire qu'on fait des missions en général qui vont de 1 à 2 ans. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 400 clients. Et lorsqu'on cumule en fait nos différentes expériences les uns et les autres en tant que consultants, ça fait à peu près 300 ans d'expérience cumulée. Voilà. Donc ça, c'est pour AOC. Donc on va basculer tout de suite sur les problématiques les thématiques d'aujourd'hui du webinaire. Alors voilà, ça ce sont quelques clients et puis on a écrit aussi quelques bouquins aux éditions Ferré. Que certains d'entre vous connaissent peut-être, sur des thématiques bien spécifiques, hein, certaines très techniques, certaines sur le digital, certaines très commercialisation, etc. Alors, dans les problématiques d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous faire la présentation sur une vingtaine de minutes. Et après Teddy complétera. Et puis, le but, c'est aussi de faire un jeu de questions-réponses. Hein. Voilà, il y a certaines thématiques que vous souhaitez approfondir. Questions-réponses sous forme verbale ou alors avec le chat, comme vous voudrez. Voilà. Donc, allons-y. Alors, un petit bilan les répercussions assez immédiates de la crise sanitaire dans le secteur viticole sur le plan commercial. Donc, Teddy, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, on a d'abord des nouvelles pratiques de consommation qu'on a vu apparaître pendant le Covid. Alors, tout d'abord, ça c'est assez général et ça ne concerne pas que le marché français. On a vu quand même une baisse en gamme, avec notamment les vins à moins de 10 euros qui ont connu un essor assez important. C'est dit. Les bibs.
les bibs qui ont connu aussi beaucoup de succès pendant le confinement. L'idée étant d'acheter du gros volume pour pas avoir à refaire des approvisionnements de façon trop fréquente. Et puis aussi adapté du coup à une consommation quotidienne. Le bib, c'est très adapté à ça. Il y avait aussi, malgré tout, même si on a vu ce côté, on protège on essaye de regarder quand même les dépenses. Il y avait aussi le côté qui est né se faire plaisir à domicile, c'est-à-dire qu'on pouvait plus sortir au restaurant, donc de temps en temps, de façon occasionnelle, ouvrir une belle bouteille, comme on aurait pu le faire au restaurant. Et puis le repli sur les marques connues, les achats confiance. Ça aussi, ça ne concerne pas que le marché français. On l'a vu aussi sur des marchés export. Alors, les autres répercussions, on a vu des nouvelles pratiques de commercialisation. Alors, nouvelles entre guillemets, parce que par exemple, le drive existait bien sûr sur tous les produits agroalimentaires, mais il a connu un nouveau souffle, en fait, on va dire, pour tout ce qui concerne le vin, la commercialisation du vin. Edith, si tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Le e-commerce, alors le e-commerce, c'est pas du tout nouveau, hein, vous allez voir sur les diapos suivantes, ça a 20 ans, le e-commerce du vin, mais il a connu aussi un nouveau souffle et une recentralisation sur le service. C'est-à-dire que quand on vend du vin, on ne vend pas qu'un produit. Là, les vignerons, les cavistes se sont mis au service du client. Ça a été vraiment aussi une nouvelle dimension qu'a pris la commercialisation du vin. Et enfin, des nouvelles pratiques. Alors, pour les nouvelles pratiques de commercialisation, le service dont je vous parlais, ça, ce sont des petits exemples hein, où les vignerons ont fait savoir que soit ils proposaient la livraison à domicile, soit ils proposaient le drive, c'est-à-dire que vous passez votre commande et vous pouvez venir la récupérer à la propriété. Et en fait, cette diapo, elle fait bien le lien avec la suivante concernant les nouvelles pratiques de communication. Et là, bien sûr, le digital a eu a vraiment pris une place majeure. Alors, il y a d'abord eu ce qu'on a appelé les dégustations virtuelles. Donc là, vous avez par exemple au milieu, c'est Jean-Michel Deluc, hein, du Petit Ballon, qui 1 à 2 fois par semaine proposait des dégustations. Vous avez eu aussi des influenceurs comme Margot de Rouge aux Lèvres, qui elle faisait des dégustations virtuelles avec des vignerons. Vous avez aussi le Wine Spectator, là c'est avec la Maison Guigal. Voilà, ça il y en a vraiment eu beaucoup pendant le confinement. Le seul truc c'est que en fait les clients y ont pris goût. donc en fait toutes ces nouvelles pratiques de communication, certaines vont se pérenniser parce que les clients ont beaucoup apprécié. Les webinaires, alors il y a eu notamment d'excellents webinaires organisés par Vitisphère et Ubifrance, des focus sur les marchés. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu les voir ou les écouter, je vous invite à regarder les replays et à télécharger les présentations qui sont disponibles sur le site de Vitisphère et qui faisaient des bons points de la situation en fait sur les différents marchés export. Et en ce qui concerne toujours les nouvelles pratiques de communication, on peut remercier vraiment les vignerons qui nous ont, moi, ce que j'appelle en fait le déconfinement virtuel. Pendant toute cette période où on était enfermés dans nos maisons ou nos appartements, les vignerons, il y avait le fameux hashtag La vigne continue. Les vignerons, travaillant dans les vignes, nous ont partagé énormément sur les réseaux sociaux. En fait, ce qu'ils voyaient, ce qui se passait donc c'était vraiment une belle fenêtre sur la nature et sur l'activité viticole. On n'a jamais vu autant de coccinelles dans les vignes que pendant le confinement. Tous les vignerons prenaient en photo. Et c'est vrai que par exemple pour les urbains, c'était très agréable, quoi. Voilà. Alors, comment prospecter sans salon? Alors ça, c'était la grosse problématique et ça l'est encore, hein, reconnaissons-le, jusqu'à la fin de l'année. On ne sait pas, on n'est pas certaine de ce qui va pouvoir vraiment être mis en place en présentiel, même les rendez-vous avec des clients. Alors,
quel que soit le contexte, un vigneron ou une propriété viticole doit prévoir chaque année un plan marketing et commercial, en prévoyant quelle communication faire, les dates, les contenus, les canaux. On parle de communication papier comme digitale. Les promotions, attention, promotion ne veut pas seulement dire le levier prix, hein, ça peut être aussi des goodies, de l'animation, des jeux, etc. Et bien sûr, quelles animations, et c'est ça qui, cette année, hein, les salons, les événements au domaine, les visites sur les marchés, c'est ça qui, cette année, a été mis énormément à mal. Alors, si on passe à la diapositive suivante. Alors, le schéma classique, quand on va sur un salon ou lorsqu'on va visiter un marché ou qu'on fait une opération, par exemple, sur mesure Ubi-France ou autre, ça va commencer par la rencontre avec l'interlocuteur. Alors, le tunnel en fait de prospection que je recommande, alors attention, les chiffres que j'ai indiqués là sont à prendre avec des pincettes, ce ne sont pas des statistiques générales. Ça va être plus, prenez-le comme un exemple, hein, un cas de figure qui pourrait très bien se prêter à la réalité. Donc, par exemple, si vous faites un salon et que vous avez 40 personnes qui ont dégusté sur votre stand, hein, vraiment dégusté, pas juste passer, pris une carte de visite, etc. Donc là, c'est un investissement très fort, un coût très important. Comment fait-on? Alors, Marie-Caroline, on dirait qu'elle ne voit pas l'écran partagé. A priori, il n'y a pas d'autres difficultés pour les autres personnes. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas l'écran. Peut-être qu'il faut. Alors, peut-être que vous êtes encore en mode grille avec les. Oui, tout en bas à droite, vous avez un petit menu qui s'appelle plus d'options et vous pouvez afficher en fait une grille, donc modifier la mise en page ou vous mettre en plein écran. Gilles propose de vous sortir de la réunion et de re-rentrer. Sinon, dites-nous si ça fonctionne en tout cas. Donc, en gros, là, ce que j'appelle la prospection chaude, on part d'une rencontre vraiment avec l'interlocuteur, le prospect. Donc ça, c'est un coût important et c'est beaucoup de temps. On doit faire un suivi par mail, en général moins de 7 jours. Il faut être assez réactif. Si vous avez un taux de réponse de 20%, c'est déjà bien. Le mail, ça coûte pas cher, ça prend pas beaucoup de temps. Je revendique le courrier. Alors ça, je sais que certains vont me prendre pour... mais le courrier, c'est à la fois quelque chose qui ne va pas partir à la corbeille. Les mails, aujourd'hui, on est saturé de mails. Donc le courrier, c'est quelque chose qui va, d'une part, pas tout de suite partir à la poubelle. Et en plus, c'est une marque d'attention pour l'interlocuteur. Parce que vous passez du temps à lui mettre une jolie plaquette, à rédiger un petit mot sous pli. C'est vraiment une marque d'attention. Le phoning, bien évidemment, à un moment, il faut avoir l'interlocuteur au téléphone et la commande. Aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Donc, si on regarde sur la diapo suivante, c'est ce que j'appelle de la prospection froide. Et alors là, il y a différents outils qu'on peut utiliser, par exemple, les bases de données. Et en fait, en théorie, même quand on prépare un salon, on devrait démarrer comme ça. Pour bien préparer un salon, on devrait commencer par de la prospection froide. Les bases de données, ça peut être efficace si c'est bien utilisé. Le problème, c'est que souvent, on se décourage parce qu'on le fait mal. Les bases de données, ça coûte pas très cher à acheter. On peut acheter des bases de données tous les 2 ans, par exemple, et ça prend pas de temps. Faut faire de l'emailing à un moment, et bien sûr, là, il va y avoir un fort écrémage. Ça, l'avantage, c'est que ça coûte pas très cher, ça prend pas beaucoup de temps. Ensuite, il faut faire un courrier sur vraiment une shortlist qualitative de personnes qui ont répondu. Et la suite, le phoning, l'échantillonnage, pour terminer par la rencontre, éventuellement la visite sur les marchés pour le début d'une collaboration. Donc, si on passe à la diapo suivante, justement, les bases de données, ce que je vous disais, c'est que c'est trop souvent mal utilisé. Ce à quoi il faut faire attention quand on utilise des bases de données. Vas-y, Teddy, s'il te plaît. Donc déjà, avoir des bases de données à jour, c'est-à-dire qui n'ont pas plus de 2 ans. Et même si elles sont à jour, il faut quand même vérifier autant que possible les informations sur Google et sur LinkedIn. On va reparler de LinkedIn après. Il faut aussi cibler.
Parce que vous pouvez vous acheter des bases de données monde ou des bases de données de tous les cavistes en France, mais en fait, c'est trop. Une fois que vous avez la base de données de départ, il faut déjà la raccourcir en ciblant 3 marchés maximum pour bien faire le travail. Et je recommande de même, sur ces 3 marchés à cibler, de choisir un qui est un peu plus facile et 2 plus difficiles. Comme ça permet aussi de rester, de pas se décourager. Faire un premier tri des contacts. Par exemple, si vous voulez cibler que du caviste, hein, et pas du restaurant et pas de chaîne de cavistes. Si vous voulez que du caviste indépendant. Vous pouvez le faire aussi par type de société. Est-ce que vous voulez plutôt des grosses sociétés, des gros importateurs ou ce qu'on appelle les middle size, etc. Et aussi, très important, avoir mis en place un outil de gestion relation client pour pouvoir suivre toutes ces activités que vous allez faire une fois que ces prospects ont manifesté un intérêt, que vous avez eu un retour. Parce que sinon, vous allez vous décourager sur les relances et aussi oublier, on ne peut pas se fier qu'à sa mémoire quand il y a autant d'actions à mettre en place. Donc, si on va sur la diapo suivante, l'emailing, pareil, il est trop souvent mal utilisé. Donc déjà, il faut utiliser un outil dédié. Vous ne pouvez pas faire de l'emailing depuis votre messagerie. Ou alors, vous allez vous amuser à faire plusieurs mails par groupe de 50 destinataires en copie cachée. Il y a des outils dédiés, il y en a plusieurs, il y a Sendinblue, Mailjet, etc. Ça évite de bloquer les boîtes mail parce qu'ils sont faits pour l'envoi de mails très nombreux, des milliers de mails. Ça permet, il y a des fonctionnalités de mise en forme très sympas. Vous pouvez mettre des visuels bouteilles, vous pouvez mettre dans le corps de mail des photos du vigneron, du domaine, etc. Et en plus, c'est compatible mobile. Par exemple, les Américains, les importateurs américains, aujourd'hui, ils sont toujours à droite à gauche, ils lisent des mails sur mobile. Donc, c'est parfaitement adapté. Et même en gratuit, vous avez beaucoup de fonctionnalités sur les outils de mailing. Teddy, si tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Ce que je recommande, la fréquence du mailing, hop, juste un petit peu en arrière, voilà. Le mailing, à minima, pour de la prospection froide, un mail une fois par an, au maximum, une fois par trimestre. Trop de mails, tue le mail. Ça, on l'a tous fait, d'être saturé de mails et de finir par se désabonner. Le contenu, très important. Si vous n'avez qu'un discours commercial, ça ne marchera pas. Il faut toujours une valeur ajoutée dans un mail. Et moi, je recommande à peu près 30% de discours commercial, 70% de discours informatifs, récréatifs, par exemple, mailing après les vendanges, où vous partagez le vigneron ou l'œnologue fait un petit commentaire sur le millésime, quelques photos de la vendange, voire même une vidéo, et puis la présentation de la démarche commerciale et de prospection. Les réseaux sociaux. Alors, ça, c'est ces outils, la page Facebook, le compte Instagram, TripAdvisor pour ceux qui ont une activité touristique ou à minima l'accueil au caveau, le Google My Business qui en fait est ce qui permet de vous localiser quand on vous cherche sur Google, on voit où vous vous situez, vos horaires d'ouverture. Et LinkedIn, je dirais que c'est le b.a.-ba de la présence des vignerons sur les réseaux sociaux. Si on va sur la diapositive suivante, alors pour initier un contact avec les réseaux sociaux quand on n'a pas de salon, quand on ne peut pas faire du présentiel, ce qu'il faut d'abord c'est réseauter. Réseauter, j'entends par là se connecter avec des gens. Alors quand on est en B2B, donc on s'adresse aux professionnels, par exemple des importateurs ou des grossistes, LinkedIn est l'outil le plus adapté. Quand on est en B2C, donc vers le particulier, les outils de prédilection sont Facebook et Instagram, un peu YouTube, mais surtout Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas que tout secteur confondu, ça ne concerne pas que la Viti, aujourd'hui 70% des acheteurs consultent les réseaux sociaux. Ça va même jusqu'à, pour connaître un petit peu le pouls d'une société, bien sûr ils vont aller voir le site internet, mais pour voir la présence sur les salons, les activités, les actualités, ça ils vont aller le consulter sur les réseaux sociaux. Alors LinkedIn justement, LinkedIn,
je vais encore vous dire, c'est trop mal utilisé. LinkedIn, aujourd'hui, c'est perçu comme une banque de CV. Or, c'est beaucoup plus que ça. Déjà, chez LinkedIn, sur LinkedIn, il y a deux choses. Il y a le compte de chaque personne, le profil. Comme là, vous voyez les deux photos, les deux visuels à gauche. Ce sont deux profils de vignerons. Et il y a la page entreprise. Donc ça, c'est important aujourd'hui pour un domaine viticole, pour un vigneron, d'avoir son profil à jour. Voilà, je suis vigneron dans telle propriété, éventuellement, s'il ou elle a fait des études, le cursus. Et la page de l'entreprise. Il n'est pas nécessaire de mettre des actualités parce qu'il faut quand même privilégier, ça peut devenir très chronophage d'alimenter tous les réseaux sociaux. Il faut d'abord privilégier Facebook, Instagram, mais au moins d'avoir le profil et la page avec les informations à jour. C'est un gage de professionnalisme et d'image de marque. Ensuite, donc la diapo précédente, c'était pour réseauter, pour se connecter avec des gens et notamment des prospects, des gens qu'on ne connaît pas. Lorsque la relation commerciale existe déjà, il faut communiquer. Là, c'est vraiment entretenir la relation commerciale et la pérenniser. Et donc là, lorsqu'on travaille avec les professionnels, quelque chose qui est très efficace, ce sont les visioconférences. C'est notamment très adapté pour faire des staff training. Par exemple, si vous avez un importateur, en ce moment, vous pouvez pas le voir, vous pouvez très bien lui proposer une visioconférence où il invite tous ses commerciaux et vous faites un staff training des commerciaux. Et ça, même après le Covid, même une fois, on espère, que la situation sera revenue à la normale et que vous pourrez revisiter les marchés, vous pourrez continuer à faire ça aussi. Ça vous permettra d'avoir une présence sur les marchés, même lorsque vous n'êtes pas sur place. Donc, il y a des outils qui vont vraiment se pérenniser et ça c'est vraiment bien. Lorsqu'on s'adresse pardon, tu allais un peu trop vite, Teddy, en B2C, pour les particuliers, là, c'est ce qu'on a vu fleurir pendant le confinement. Ce sont les lives Facebook et Instagram. Il y avait notamment, je vous ai montré une impression d'écran du petit ballon, où là, vous faites des dégustations virtuelles ou des visites virtuelles du domaine, mais vraiment pour le particulier, pour le même type de personnes qui viendraient déguster dans votre caveau. Voilà. Là, tu peux y aller, Teddy, sur la diapo suivante. Alors, les marchés et réseaux de distribution à cibler en contexte post-Covid. Alors ça, je le balaye rapidement, mais c'est un baromètre qui, voilà, sur les différents réseaux de distribution en France, leur état de santé, on va dire, à prendre avec des pincettes, parce que les restaurants, je les ai mis en très orageux. Sauf que vous-même qui allez très certainement voir vos clients en ce moment, pour certains c'est très orageux, mais il y en a quand même. Il y a des restaurants qui fonctionnent bien en ce moment et qui sont contents du redémarrage après le confinement. Mais ça, ce sont des grandes lignes et je trouve cette diapo aussi très intéressante parce que d'habitude quand on parle marché français, bon on pense au CHR, caviste, hôtel, les hôtels, le CHR, les hôtels, les restaurants, les cavistes, éventuellement un peu les grossistes et la grande distribution. Et on a l'impression d'avoir fait le tour du marché français. Or, le marché français, il mérite à être redécouvert parce que ce sont environ 40 canaux de distribution et là, je ne les ai même pas tous détaillés. Donc, je vous invite à vraiment aller à sortir, think out of the box, comme disent les Américains, à penser à, par exemple, si vous faites du bio, aller démarcher les magasins bio, les jardineries, par exemple, parce qu'il se vend beaucoup de vin sur ces canaux de distribution. Et je peux vous dire que, par exemple, les jardineries, post-Covid, elles ont cartonné. Il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, le marché français, il y a beaucoup plus de canaux de distribution que ce qu'on pense. On peut passer à la suivante. Ça, c'est pour l'export. Ça, c'est largement repris des très bons webinaires de Vitisphère qui faisaient un état des lieux sur les différents marchés. Vous pourrez le regarder à nouveau en détail. Ce qui est certain, c'est que au jour d'aujourd'hui, c'est donc en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, la situation est très compliquée. Au Royaume-Uni également.
Donc, si on va sur les, là j'ai balayé, il y a encore une diapo qui balaye les marchés export. Donc, ce que nous recommandons jusqu'à la fin de l'année, donc là on est vraiment sur de la tactique, hein, pas de la stratégie. La démarche commerciale jusqu'à décembre, c'est bon Teddy, tu peux passer à la suivante. Sur les 6 mois à venir, c'est de se recentrer en effet sur le marché français. Et d'ailleurs, beaucoup d'interprofessions ont décidé d'allouer, de changer leur plan d'action commerciale et d'allouer une plus grande partie de leur communication au marché français par rapport à ce qui était prévu au départ. Donc, redécouvrir ce marché français, et on a la chance en plus en France d'avoir un pays où on boit beaucoup de vin. Hein. Il y a beaucoup de, par exemple, les Australiens ou les Néo-Zélandais, je peux vous dire qu'ils nous envient. Hein. Eux, s'ils n'ont pas l'export, ils peuvent pas vivre. L'export limitrophe, vous l'avez vu sur les diapos précédentes, la situation sanitaire est quand même assez correcte. Ce sont en plus des marchés où il y a la proximité et des pays qui viennent assez souvent en France, même en vacances, hein, donc qui apprécient nos produits. Les cavistes, c'est vrai que c'est un secteur d'activité qui était déjà très sain avant la crise du Covid et qui se porte de façon générale plutôt bien, même en ce moment. Ils ont quand même globalement été très réactifs, hein, même pendant le confinement. Ils ont mis en place de la vente à emporter, ils ont continué d'être présents. Et en effet, comme les gens ne pouvaient plus boire au restaurant, ils ont consommé à domicile. Donc c'est un canal qui se porte plutôt bien. La vente directe au caveau, parce qu'en effet, de façon générale, à quelques exceptions près, les Français restent en France cet été. Donc la vente directe au caveau en respectant bien sûr les consignes sanitaires et Internet. Alors Internet, autant je peux entendre qu'il y a 1 an ou 2, des vignerons puissent se dire « oui, non, je suis encore un peu mal à l'aise, j'ai peur que ça affecte mes autres canaux de distribution par rapport au prix, etc. » Aujourd'hui, c'est un argument qui n'est plus, qui n'a plus raison d'être. La vente en ligne est devenue un canal de distribution incontournable et complémentaire des autres canaux de distribution. Et c'est la dernière partie de la présentation. Alors, rapidement, ça, je vais pas le... Mais la vente de vin sur Internet, ça a 20 ans. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Mais alors, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si compliqué? Eh bien, parce qu'on ne vend pas des livres. Les premiers sites... les vraies difficultés, c'est qu'il y avait c'était des offres de type catalogue, donc une offre très étoffée, pléthorique, donc avec des coûts en matière de stockage très importants et une logistique qui était encore peu adaptée. Donc ça fonctionnait pas. D'ailleurs, vous voyez, hein, sur les 3 que je présente, il n'y en a plus qu'un qui existe et qui a été racheté je ne sais combien de fois. Ensuite, il y a eu les offres vente événementielle, mais par domaine. Donc l'idée, du coup, c'était comme une offre pléthorique, ça ne fonctionne pas, parce qu'en plus, le consommateur, en matière de vin, c'est pas comme sur Amazon. Sur Amazon, plus on a de choix de clés USB, plus on est content. Le vin, c'est le contraire. Plus on a de choix, plus c'est anxiogène, parce que c'est difficile d'acheter du vin, on croit qu'il faut être expert. Donc là, l'idée, après, ça a été la deuxième phase, on va dire, c'était de faire une offre, des choix réduits, une sélection, pour aider le consommateur. Par contre, là, c'était des offres avec pas de stock sur place, pas d'entrepôt de stockage. Mais le problème, c'est que l'offre, du coup, était vraiment trop réduite. Donc, la 3e phase, ça a été les ventes événementielles plurielles, qui ne sont pas que par domaine, avec une logistique très performante. Et ça a été justement le modèle vente privée qui s'appelle maintenant VP ou vente à la propriété aussi. Et là, on est dans la phase avec, on est vraiment sur un marché qui est à maturité, avec de nombreux opérateurs, de nombreuses modalités logistiques qui sont pas encore parfaitement opérationnelles et je pense que j'aurai des questions à ce sujet après. Mais en tout cas, et aussi une concentration des acteurs, hein, le nombre d'opérateurs de vente de vin sur Internet diminue en ce moment, et 30% des achats qui sont faits sur le téléphone.
Donc, la compatibilité mobile est incontournable. La typologie des opérateurs rapidement hein, sur Internet, en fait, vous avez les modèles où vous êtes vraiment en B2C, vous vendez directement aux particuliers, donc soit en ayant votre site marchand de vignerons, soit en utilisant des applications mobiles, type Twill par exemple, soit vous êtes vraiment dans une relation B2C, c'est-à-dire que vous vendez à une entreprise, par exemple, vous vendez à Le Petit Ballon, qui lui achète le stock, et c'est lui qui s'occupe de l'acte donc il a son entrepôt, et il s'occupe de revendre, et donc de toute la politique commerciale, tarifaire, etc. C'est aussi les sites de vente en ligne de casistes et la grande distribution qui fonctionnent comme ça. Si on passe à la diapositive suivante, donc vraiment toutes les modalités existent en plus, hein, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Ça, on va passer rapidement, mais c'est une étude qui a été faite par 20 sociétés, la typologie des opérateurs. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a pour tous les goûts aujourd'hui. Selon votre stratégie commerciale, vous trouverez forcément une façon de fonctionner qui correspondra à ce que vous souhaitez, et selon votre appétence pour la technique aussi. Donc, si on passe à la diapo suivante, alors ça, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a fait le succès du e-commerce, c'est le livre, et c'est ce qui a fait le succès d'Amazon. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de références, donc des millions de références à mettre sur un lieu physique, ça coûte trop cher, des prix standardisés, et c'est quelque chose qui est facile à transporter. Bon, ben, on comprend pourquoi le e-commerce, c'est si compliqué sur le vin. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un choix trop large pour le vin, c'est anxiogène pour le consommateur. Et la logistique est très compliquée parce qu'on a un produit qui casse et on a un produit qui est lourd et qui donc peut parfois se retrouver plus cher sur Internet que sur les canaux traditionnels, ce qui est illogique pour le consommateur. On passe à la diapo suivante. L'état des lieux actuel, vous pourrez le re-regarder en détail, ça, hein, et puis on vous enverra la présentation. Aujourd'hui, ce sont à peu près 500 sites de vente en ligne, 500 opérateurs en France. Donc, vous voyez, c'est pas énorme, hein. Il y a quand même une vraie concentration. C'est à peu près 9%, selon les études, vous trouverez 9, 10 ou 11%. Mais grosso modo, en valeur, en chiffre d'affaires, c'est à peu près 9% du marché, mais beaucoup moins sans volume, parce que l'acheteur sur Internet, comme il paie en général des coûts de livraison, il cherche à rentabiliser ses coûts de livraison en achetant des quantités plus importantes, et aussi, il va acheter des prix de bouteilles un peu plus élevés pour se rassurer, parce que comme il ne peut pas goûter, il se dit, bon, ben, je prends un tout petit peu plus cher pour être sûr que ça va être bon. Il y a toujours moins de 10% des vignerons qui ont leur boutique en ligne. Alors ça, c'était une étude avant le Covid. Et ça mériterait d'être fait, d'être réalisé, par exemple, à la fin de l'année. Mais avant le Covid, c'était moins de 10% des vignerons qui avaient leur site direct de vente en ligne. Un quart du chiffre d'affaires est réalisé par des très gros opérateurs. C'est à peu près un tiers des Français qui ont acheté du vin sur Internet. Mais attention, souvent, c'est de l'achat une fois et c'est tout. Tout l'enjeu de la vente de vin sur Internet, c'est de fidéliser. Et c'est ça la vraie difficulté. Et c'est une croissance de 7%, sachant qu'à une époque, c'était 30%. Donc, on est sur un marché à maturité. On a presque fini. Je suis trop bavarde. Ça, juste rapidement, quelques chiffres hein, que j'ai pu retrouver de ce qui s'est passé pendant le confinement sur le marché français. Donc, il y a eu un report sur plutôt des entrées de gamme et des vins de consommation courante. Et sur les opérateurs, donc Vin Malin, par exemple, a fait une augmentation de 125% de chiffre du panier moyen du 30 mars au 3 avril. Le Petit Ballon, plus de 150% de chiffre d'affaires du 12 mars au 8 avril. Les Grappes a doublé ses ventes par rapport à l'année dernière. Voilà, donc on voit que ces opérateurs-là qui étaient donc, c'était déjà leur cœur de métier, donc ils avaient les sites internet qui étaient en place, la logistique opérationnelle, ils ont très bien fonctionné pendant le confinement. Si on passe à la diapo suivante. Les pièges, en fait, voilà, la vente sur Internet, il y a énormément de pièges et c'est pour ça que souvent c'est décevant quand on se lance ou alors qu'on n'ose pas se lancer. D'abord, croire que le produit va se vendre tout seul. C'est pas parce qu'un produit, un vin ou n'importe quel produit est sur Internet qu'il va se vendre tout seul. Je dirais même que c'est le contraire. Il faut être encore plus commerçant que sur les réseaux de vente traditionnels
parce que vous êtes référencé dans un restaurant, votre prescripteur va être le sommelier. Vous êtes chez un caviste, votre prescripteur va être le caviste. Là, vos prescripteurs sont des algorithmes. Donc, il faut être très commercial, il faut faire de l'animation commerciale, énormément. Si vous avez une grille tarifaire incohérente, je vous dis tout de suite, ne vous lancez pas sur Internet. Parce que là, la transparence du prix, donc le prix public, il est visible à tout le monde. Donc, il faut avoir une grille tarifaire parfaitement cohérente. C'est notamment très important pour votre réseau chez les cavistes. Il faut de la patience. C'est pas parce que c'est sur Internet que tout va plus vite. Bâtir une notoriété de marque sur Internet, ça prend du temps. Donc, faut pas croire que vous pouvez faire fortune sur Internet en un mois, c'est impossible. Il faut gagner la confiance de l'acheteur. Donc, c'est tant dans les paiements sécurisés que même dans la présentation de vos produits et de votre site Internet ou de la plateforme, c'est très important. La livraison, attention, on est vraiment sur du service et ça, le confinement a permis de vraiment mettre un coup de boost à ça, à la notion de service. On ne vend pas qu'un produit quand on vend du vin. Et pour réussir sur Internet, faut que l'expérience client, elle soit top. Ça, c'est et ne pas parvenir à fidéliser. Comme je vous ai dit, tout l'enjeu quand on est sur Internet, c'est d'arriver à renouveler l'achat. Et voilà, ça vous aurez le lien. J'avais fait un petit guide de synthèse sur ces différents thèmes et un peu plus étayé sur la vente sur Internet. J'ai dépassé les 20 minutes. Je vous présente toutes mes excuses. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Donc, je te laisse la parole, Teddy. Non, c'était parfait, c'était très intéressant, très pertinent. Du coup, là, il y a tes coordonnées qui sont ici. De toute façon, on fera parvenir la présentation via le mail de conclusion à la fin. Du coup, si tu permets. Et aussi, du coup, le lien de téléchargement de ton livre blanc pour que tout le monde puisse y avoir accès directement. Ok. Du coup, moi, je vais faire une toute petite conclusion sur Vitisoft, parce que là, du coup, le but du jeu, c'était vraiment de parler de toutes ces problématiques, on va dire. Alors, je me reconnecte. Hop. Et du coup, parce que du coup, là, forcément, on a parlé de ces problématiques, mais les outils pour y parvenir, c'est bien d'en avoir des bons. Et c'est là où, en fait, chez Vitisoft, on a essayé de mettre en place pas mal de choses dans un seul outil qui s'appelle Vitisoft, et qui vous permet vraiment de recentrer toute la partie commerciale, que ce soit la base client. Donc, on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir une base client bien rangée, avec pas mal de critères de segmentation, c'est très important. Et là, du coup, Vitisoft va vous permettre de gérer. Alors, je vous partage mon écran. Et voilà. Alors, si je reviens rapidement sur les fonctions générales de Vitisoft, donc, c'est pareil aussi, j'ai dû voir quelques clients passer, donc vous connaissez déjà. Donc, c'est de la gestion commerciale. Donc, dedans, vous avez les stocks, vous avez la base contact, vous avez la possibilité de faire des factures, des commandes, la gestion de la relation client. Forcément, vu qu'on est spécialisé pour la viticulture, on va gérer les relations douanières aussi. On fait de la caisse et on a des outils marketing. Ça, c'est inclus dans le logiciel. Donc voilà, si on prend un petit schéma, ça représente bien Vitisoft, avec toute la partie prospection, fidélisation, gestion des stocks, des REM, facturation et forcément aussi l'export en compta. Alors, si je reviens à ma base contact, donc en fait, le logiciel est équipé d'une base contact qui ressemble à ça, avec la possibilité surtout de bien catégoriser les clients, donc de faire des catégories selon des familles, selon ce que vous souhaitez, des familles, secteurs, si vous travaillez par centrale d'achat, si vous travaillez par secteur de livraison, etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez complètement personnaliser dans le logiciel et permettre aussi justement de segmenter vos clients. Ça, c'est hyper important. La gestion des tarifs aussi, on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir une grille tarifaire bien définie, le logiciel peut l'absorber et ça vous permettra aussi de faire des statistiques et de faire des segmentations selon les clients.
Alors, voilà, bon, là, je les ai mis en plus gros. Donc ça va être en fait la base de tri du logiciel où on va pouvoir sélectionner, par exemple, toute la partie, on va dire toute la partie de sélection, toute la partie de localisation, la partie d'email, la partie commerciale, CRM, etc. Donc tout ça va être des critères qu'on va pouvoir utiliser pour faire des listes de clients. Ensuite, le but du jeu hein, pour ce logiciel, ça va être donc une fois qu'on a sa liste de clients, ça va être d'utiliser des outils. Donc on en parlait tout à l'heure aussi avec Marion, c'était du coup par exemple envoyer des emails, envoyer des courriers ou envoyer des SMS de prospection ou juste des newsletters pour continuer en fait à discuter avec vos clients ou à entretenir une relation. Et ben ça, le logiciel c'est pareil, il va être en être équipé. Donc, on va avoir ici donc la possibilité de faire du routage externalisé. Donc, via une liste de clients, on sera capable d'importer un courrier ou de le créer directement via Vitisoft et de l'envoyer par la poste. Donc, ça, c'est le logiciel qui s'en occupe. Hein. On passe par un prestataire. À partir de 500 envois, on est même capable de vous présenter des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants que ceux de la poste. Et l'avantage aussi, c'est que vous gagnez pas mal de temps. C'est que tout est fait directement par le prestataire. Donc, l'impression, le papier, la mise sous pli, l'affranchissement et le dépôt à la poste. Donc, tout ça, c'est hyper important. Et après, pour tout ce qui va être digital, ça va être l'envoi des emails et l'envoi de SMS. Donc là, c'est pareil, on va vous mettre à disposition un outil qui est extrêmement bien fait, qui vous permettra, comme Marion l'a dit tout à l'heure aussi, de créer des jolis emails, des emails en responsive design qui arriveront soit sur l'ordinateur ou soit sur le téléphone du client. Donc ça s'adaptera en fonction de l'écran. Ça, c'est aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. Si vous voulez vraiment utiliser un outil, alors bon, ça c'est Vitisoft hein, qui le propose, sachant qu'il en existe d'autres aussi. L'avantage, c'est que c'est vraiment intégré au système. Donc tous les mails que vous allez envoyer avec Vitisoft, ça va alimenter le CRM qui est aussi intégré à Vitisoft, hein, et l'historique va être parfait. Donc voilà. Donc on a mis aussi la possibilité de créer des petits landing pages. Alors c'est des petits sites web éphémères qui permettent de communiquer encore mieux en fait sur un événement ou sur une promotion que vous allez faire. Par exemple, vous envoyez un SMS avec, je ne sais pas moi, des invitations ou la possibilité en fait de venir sur un salon. Et ben on pourra créer vous allez pouvoir créer en fait un petit site web éphémère pour cet événement qui représentera éventuellement, je ne sais pas moi, un jeu à gratter ou un compte à rebours en fonction du salon ou des petites images en fait qui représentent les outils, les bouteilles que vous allez vendre. Donc voilà, donc ça c'est des outils qu'on met à disposition. Forcément, l'utilisation est libre, hein. Mais du coup, via les conseils de Marion, par exemple, vous allez pouvoir l'utiliser encore mieux et mettre les outils à bon escient. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour conclure hein, sur Vitisoft, hein, c'est pour le CRM. Donc le logiciel est équipé d'un CRM, donc forcément le fait de faire des actions commerciales, c'est bien, mais le but du jeu c'est vraiment de les rapporter. Il faut les rapporter au logiciel pour que le logiciel puisse en fait trier dessus, puissiez aussi enregistrer ce que vous avez fait, parce que ce que disait Marion, c'est qu'on ne peut pas retenir tout ce qu'on a fait. Encore plus si c'est un commercial qui travaille pour vous ou une commerciale, ou même si vous avez plusieurs commerciaux, on ne peut pas savoir on ne peut pas connaître en fait les actions de tout le monde. Donc si tout est rapporté dans un même logiciel avec des procédures que vous avez mis en place avec eux, ça en devient beaucoup plus clair, pardon, et vous allez pouvoir en ressortir quelque chose. Par exemple, on peut demander je veux tous les clients qui ont été visités pendant le mois dernier, par exemple. Et de votre côté, leur envoyer un email ou de leur envoyer un courrier. Ça, c'est des choses qui sont très, très pertinentes et qui sont très faciles à faire avec Vitisoft. Voilà, donc ça, c'est des petites vues hein, que j'ai mis en plus là, dans la présentation du CRM. Donc, en fait, on va avoir un rapport général sur l'activité commerciale du client avec ses achats principaux, enfin, tous les achats qui ont été répertoriés, avec des statistiques. Donc, on sait quel type de vin il préfère, avec le détail. On a aussi le côté financier avec les factures qu'il n'a pas payées et son comportement d'achat, les moyens de paiement, panier moyen, etc. Ça permet vraiment d'avoir un œil assez complet sur son client, si on l'a devant soi ou si on l'a au téléphone, par exemple. Voilà. Et là, on est sur le CRM pur, où là, en fait, toutes les actions commerciales que vous allez faire vont venir s'enregistrer au fur et à mesure. Que ce soit les emails, les SMS ou même des actions commerciales comme un rendez-vous, un coup de téléphone,
une visite sur un salon. Tout ça, vous allez pouvoir l'intégrer en fait à l'historique du client. Donc, si vous êtes plusieurs à travailler, ça permet pour un même client d'avoir l'historique complet et de ne pas faire d'erreur surtout, de savoir vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà, donc ça c'était vraiment la conclusion que je voulais faire sur Vitisoft pour dire qu'il y avait tous les outils nécessaires à une bonne, on va dire, à un bon suivi des clients, à une bonne mise en place de stratégies de communication aussi, parce qu'on va mettre en place des outils et que tout est possible, enfin tout est possible à mettre en place directement à partir de là. Allez-y, si vous avez des questions, enfin, sur le chat ou si vous voulez activer le micro aussi. Hein. Ne soyez pas timide. Alors des fois, quand il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été, du coup, enfin, tu as dû être vraiment très clair. Donc c'est. Bonjour. J'ai l'impression d'avoir été trop rapide. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai une question. Oui, on vous entend. Votre système de mailing intégré, en fait, comment vous faites par rapport au rejet? Parce que c'est quelque chose qui est… Enfin, les logiciels qui existent, qui sont gratuits, Mailchimp et tout ça, ils ont quand même des algorithmes qui font que nos emails sont plutôt bien acceptés. Oui. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce qu'on a une meilleure chance de taux de… En fait, ça fonctionne exactement comme Mailchimp, Sarbacane, Sendinblue, c'est exactement le même principe. On passe par une IP dédiée en fait qui vous permet d'envoyer autant de mails que vous souhaitez. Après, il faut bien prendre en compte aussi, c'est l'algorithme de l'autre côté, c'est le serveur de réception de vos clients qui va regarder si le mail est un spam ou pas. C'est vraiment ça en fait qui rentre en jeu. Et c'est dans ce sens-là où quand vous allez créer un mail avec Vitisoft, on va essayer de mettre toutes les chances de votre côté. Alors déjà, en vous donnant plein de conseils. Quand vous allez écrire l'objet, par exemple, on va vous mettre un feu rouge ou un feu vert en fonction de comment vous l'avez conçu, comment vous l'avez créé. Si vous avez mis trop de majuscules, si vous avez écrit des mots pénalisants, ça, le logiciel il va vous le dire. Attention, par exemple, vous avez écrit super dedans, vous avez écrit promotion. Là, il va vous dire tout de suite, c'est net, il ne faut pas l'écrire. Donc, il faudra optimiser et bien écouter le logiciel à ce moment-là quand vous allez créer votre mail. Pareil à l'intérieur, tous les mots que vous allez utiliser, les images, etc. Si vous utilisez notre système, l'avantage, c'est que toutes les images vont être dimensionnées comme il faut pour que ce soit le moins lourd possible. Donc ça, c'est encore, on va dire, c'est encore une bonne chose, parce que si vous le faites directement avec Gmail, si vous prenez une image qui fait 3 mégas, il ne va pas forcément la réduire. Alors que si vous le faites avec un système comme Vitisoft, avec l'outil de création, là, tout est redimensionné comme il faut. Et après, c'est pareil, quand vous parlez de rejet, ça dépendra vraiment de ça, de comment vous avez conçu votre mail et aussi du serveur de réception du client. Donc forcément, au tout début, quand vous allez faire votre premier envoi, il va y avoir un écrémage qui va se faire sur votre base. Donc les vieux mails qui n'existent plus, etc., ça forcément, ils vont passer en rejet. Et à partir du deuxième, troisième envoi, là, vous allez vraiment pouvoir utiliser, vous allez voir des vrais chiffres d'envoi que vous avez fait. Ok. Voilà. Merci. Sachant que ce qui est très performant, c'est qu'avec ces outils-là, vous pouvez aussi regarder quel taux d'ouverture vous avez eu, est-ce que les gens ont cliqué. Ça vous permet vraiment de voir, parce que vous envoyez un mail, vous ne savez même pas si les gens vous lisent. C'est assez frustrant. Vous avez fait un beau mail avec la plaquette, etc. et vous ne savez pas ce que ça devient. Là, l'avantage, c'est que, alors, Vitisoft le fait aussi, mais c'est que du coup, on va pouvoir, en fait, sur une campagne envoyée, vous allez avoir, en fait, le taux d'ouverture global. Donc, vous allez savoir que, par exemple, il y a eu, je sais pas, 30% des clients, des internautes qui ont ouvert le mail. Et on aura aussi le taux de clic. Parce que si vous mettez des liens sur vos mails, on pourra savoir qui a cliqué dessus. En fait, il y a des petits traceurs qui sont dans le mail qu'on aura créé et qui vont vous permettre d'avoir ces informations. Et en fonction de ça, ça fait partie des tris de Vitisoft. On va pouvoir lui demander, par exemple, je veux tous les clients qui ont ouvert et qui ont cliqué sur le mail. Ça me permet d'avoir du coup une liste de clients hyper qualifiés. Et sur cette liste de clients, on va pouvoir faire autre chose, par exemple leur envoyer un courrier ou faire n'importe quelle autre action commerciale. Il y a des questions sur le coût, Teddy. Alors oui, Vitisoft. Alors il y a deux choses sur Vitisoft. Le premier, c'est, il y a deux formules, on va dire. Alors tout ça, c'est sur notre site. Je vais éventuellement vous présenter ça avec le visu, ça va être encore plus simple. Vous allez sur tarifs, vous allez sur vitisoft.fr, vous avez les tarifs. Alors il y a deux formules, il y a l'achat de licence et il y a l'abonnement.
Donc l'achat de licence, il faut le voir à long terme. Le logiciel il est à 1 600 € et vous avez toutes les options qui sont incluses. Enfin, toutes les fonctions qui sont incluses, pardon. Et ensuite, il y a 25 € par mois qui concernent la maintenance et les mises à jour. Donc voilà, donc forcément la maintenance, ça inclut l'accès à l'aide en ligne aussi, ça inclut aussi les appels téléphoniques. Si vous devez nous appeler pour avoir des conseils, etc., bah, c'est inclus dedans et c'est complètement illimité. Il y a de la formation à 60 € de l'heure, donc en moyenne, il faut entre 3 et 7 heures de formation. Alors pas en même temps, hein, enfin pas d'affilée, je veux dire. On essaie d'étaler ça sur une semaine ou deux pour vous mettre vraiment, pour vous former correctement à l'utilisation du logiciel. Voilà, donc ça c'est la première formule, et après il y a les options où si vous voulez plusieurs postes en réseau, etc., il faudra rajouter les prix par poste. Ensuite, il y a l'abonnement, où là, en fait, c'est une cotisation mensuelle où tout est inclus. Vous avez donc l'utilisation du logiciel en fonction des options que vous avez choisies. Et il y a aussi la maintenance et la formation qui est incluse dans le prix. Donc là, en fait, c'est à vous de construire votre logiciel. Donc, il y a une base à 30 € par mois. Et ensuite, vous construisez votre logiciel avec les options qui vous intéressent. Et à la fin, vous avez un total qui se crée. Alors oui, si vous achetez le logiciel, la licence vous appartient à vie. La licence, elle n'est pas à repayer tous les ans, hein, elle vous appartient à vie. Par contre, vous l'achetez dans l'état. C'est la maintenance qui vous permet d'avoir les mises à jour. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de l'acheter, parce que du coup, l'investissement des 1 600 €, vous la payez au début, une seule fois, et ensuite, tous les mois, c'est 25 €. Ça reste très, très abordable, et ça vous permet d'avoir toutes les fonctions qu'on propose, et d'avoir forcément aussi tous les services qu'on a derrière. Donc les évolutions, les mises à jour et les services d'assistance. Donc voilà. Est-ce que ça j'ai bien répondu à vos questions? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, plus sur Vitisoft ou plus sur les questions commerciales abordées en première partie? Alors, bonjour, donc c'est Domaine du Sauriac Lambda. Bonjour, lorsqu'on fait une campagne mailing, que veut dire la croix d'âme bloquée? Est-ce que c'est le client qui bloque notre message? Là, vous parlez de Vitisoft directement? Oui, dans l'utilisation de Vitisoft. Quand c'est bloqué, alors c'est pas forcément que le client s'est désinscrit, puisque quand il se désinscrit, pareil, vous avez la notification qui se met dessus. Bloqué, ça veut dire qu'il y a un problème avec son mail. C'est-à-dire que ça fonctionne pas vraiment, où le serveur de réception, de l'autre côté, l'a bloqué parce qu'il l'a considéré comme du spam. Donc c'est que vous avez dû… Alors, tout dépend après de comment le mail a été conçu, mais ça peut arriver que les serveurs de réception des internautes des fois sont un peu sévères et considèrent directement que c'est du spam. Donc, si c'est un peu… s'ils passent par des serveurs du type professionnel, un peu… Enfin, il y a Microsoft qui le fait, ou même Gmail, mais des fois, ça peut être assez sévère. Donc, ça peut être ça. Il faut voir avec lui. Il faut essayer de voir avec le client si vous a bloqué intentionnellement, ou alors si c'est une erreur de sa part. Le mieux, en fait, pour que tous les mails arrivent, si c'est des clients fidèles, hein, bien entendu, c'est que les clients vous ajoutent dans leur contact de messagerie. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Et il faut éviter d'envoyer des mails à partir d'adresses du type contact@domaine du Sauriac. Il vaudrait mieux Laurence@domaine du Sauriac ou Jérémy. Voilà, il faut éviter d'envoyer du mailing à partir d'adresses mail qui commencent par contact ou info. Ça aussi, ça renforce le score spamming, on va dire. Ça fait partie des petites… en fait, il y a plein de règles de bonne conduite à respecter quand on fait du mailing. Alors ça, Marion, je pense que tu en parles aussi un petit peu dans le cadre de ton métier. Et après, dans Vitisoft, quand vous allez sur votre espace privé, vous avez un petit onglet qui vous permet d'avoir toutes les règles à respecter. Il y a une question sur les bases de données.
Quels sont vos sites préférés pour acheter les bases de données? Alors, pour l'export, il y a Best Wine Importers qui est assez connu. Hein, vous allez sur leur site internet, vous pouvez acheter des bases par pays. Vous avez le site internet de pleinchamp.com, hein, du Crédit Agricole aussi, qui a pas mal de bases de données. Et pour le marché français, si vous voulez par exemple des bases de données alors là vous allez les trier par code NAF, par exemple des bases de données de grossistes, hein, vous en avez sur les sites des chambres de commerce en général. J'espère que ça répond à vos questions. Alors, mais ça vaut vraiment la peine, hein, ça coûte pas très cher et bien utilisé. Voilà. J'ai mis le lien dans le chat. Si tu me confirmes, c'est bien ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Alors, Château Lambert, pour une boutique en ligne, que conseillez-vous? Vente à la bouteille ou au carton? Intégrer le coût du transport dans le prix de la bouteille ou mettre un forfait transport? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de règle. Ça va beaucoup dépendre de votre politique commerciale sur les autres canaux. Ça, c'est surtout par rapport à ce que j'intègre le coût du transport dans ma bouteille ou pas. Si vous pouvez vous le permettre, parce que globalement, vous êtes bien valorisé sur votre réseau caviste, je vous recommande de le faire parce que ça permettra pour vos clients d'avoir un coût de transport plus faible, voire même nul. C'est par exemple ce que fait Twill. Hein. Twill, il y a une partie de, ils sont à transport gratuit ou 6 € à partir d'un certain volume et 6,90 € sinon pour des petites quantités. Donc ce qui est très faible, mais c'est pas le coût réel parce qu'une partie est intégrée dans le prix affiché de la bouteille. Donc ça, vraiment, ça dépend de votre politique commerciale sur les autres réseaux de distribution. En tout cas, si vous prenez l'option d'un forfait transport, je vous conseille vivement de le passer en gratuit à partir d'un certain montant de commande. Ça va vraiment inciter à l'achat et de faire à certains moments forts de l'année, par exemple pour les ventes de Noël, le transport gratuit, quel que soit le montant. Voilà. Il vaut mieux activer ce levier-là plutôt que de faire d'impacter le prix de la bouteille. Conseillez-vous la vente à la bouteille ou au carton? Alors, ce qui est le plus simple pour vous, pour un vigneron, c'est de faire de la vente au carton, parce que très vite vous allez pouvoir faire de l'épicerie et vous allez vous noyer dans de la logistique en fait. Donc, vous pouvez faire du carton panaché, oui, mais vous n'allez pas prendre des commandes Internet pour 2 bouteilles. Mais de toute façon, le consommateur ne le fera pas parce que le coût du transport sera rédhibitoire. En général, l'acheteur sur Internet, comme je disais tout à l'heure, il achètera un peu plus de bouteilles que ce qu'il ne le ferait chez un caviste. Parce qu'il sait que le transport, il a un transport à payer en général. Voilà. Est-ce que ça répond bien à votre question? Et pour vous donner un ordre de grandeur, donc les coûts, les forfaits transport que vous voyez sur différents sites internet, ça je l'ai mis dans mon livre blanc. Vous avez de 0 gratuit sur des opérations spéciales ou pendant le confinement, beaucoup sont passés à gratuit, jusqu'à 39 €. Certains, vous savez que le transport coûte très cher, donc certains vignerons, ils n'arrivent pas à l'intégrer l'absorber dans le prix de la bouteille, donc ils vous mettent des coûts de transport à 39 €, ce qui est énorme. Hein. Donc là, on est d'accord que quand vous avez des coûts de transport à 39 €, votre boutique en ligne, elle n'est là que pour pérenniser du client particulier, par exemple, que vous voyez sur les salons, pour faire une commande de plus dans l'année hors salon. Ça ne va pas être pour faire du nouveau client parce que le coût de transport sera rédhibitoire. Donc, vous serez sur des clients qui sont déjà hyper fidèles et qui adorent vos vins et qui, même à 39 € payent le transport. Mais c'est ça que vous voyez, de 0 à 39, voilà. Alors, je disais qu'il valait mieux ne pas faire partir un mail avec info ou contact, mais avec Vitisoft, le mail expéditeur et info@n1 plutôt modifié. C'est pour Teddy plutôt. Oui, ouais, c'est des choses qu'on peut modifier. Vous pouvez modifier le nom qui apparaîtra avant l'arrobase. Ça, il n'y a pas de souci. Et si vous y arrivez, enfin, pour le coup, si vous n'y arrivez pas là en direct, n'hésitez pas à appeler la maintenance, qu'ils le fassent avec vous pour que ce soit vraiment.
Ce qui était pratique parce que même si vous voulez faire une newsletter un peu plus technique, bah, vous pouvez la faire expédier par, je sais pas, Gérard qui serait le chef de culture et si vous voulez faire une newsletter un peu plus commerce marketing, la faire expédier par Gisèle. Enfin, je ne sais pas, mais voilà, ouais, vous pouvez avoir plusieurs noms d'expéditeurs en fait. Y a-t-il d'autres questions? Non. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop, il n'y a plus d'autres questions. De toute façon, vous avez nos coordonnées. Hein, si, Ouais. C'est ce que j'allais dire. Mais du coup, oui. Ouais, non, je pense qu'il n'y a plus de questions. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le webinaire a été enregistré. On va aussi mettre à disposition donc les visus. Et vous allez recevoir un petit mail là alors pas forcément tout de suite après, mais parce qu'il faut que je monte la vidéo. Mais vous allez recevoir un petit mail avec tout ça. Vous allez pouvoir les revisionner et télécharger les visus et surtout avoir les coordonnées de Marion et les miennes pour si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur nos activités. Voilà, ben merci à tous. Hein, vous étiez très nombreux, vraiment, on était ravis de voir les inscriptions avec Teddy. Et puis on est là, on vous soutient, hein, le secteur viticole. Ok. C'est pas l'année la plus ouais. on va dire que c'est une année particulière, mais il y a des ressources et il y a des solutions. Exactement. On a de la ressource. Pas qu'elle soit facile, mais il y en a. Tout à fait. Eh bien, Marion, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi. À très bientôt. Et du coup, merci à tout le monde hein, d'être venu nombreux à ce webinaire. Et du coup, vous allez recevoir éventuellement, enfin, je pense très rapidement, un autre mail pour un autre webinaire dans peu de temps, je pense, où on pourra parler éventuellement d'autres sujets. Très belle récolte. Voilà. On a hâte de goûter. Bonne journée. Merci à toute l'équipe de Vitisoft. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.